Bonjour à tous. On vit actuellement une situation quand même assez complexe, puisque quel que soit le sujet, on voit se développer un vocabulaire de guerre, un vocabulaire qui vise à stigmatiser ce que l'on considère être notre adversaire, et finalement des mots de plus en plus agressifs, à un point tel que je me suis posé la question: sommes-nous encore capables d'entendre un discours de paix? Et pour aborder ce sujet, j'avais envie avec vous de revenir sur un discours de paix, celui de Nelson Mandela, qu'il a prononcé pour son investiture le 10 mai 1994. Et on va vite comprendre qu'un discours de paix doit être aussi couplé d'actes de paix et forcément appelé aussi à développer une économie de paix. Et je vais essayer de voir avec vous assez succinctement, assez rapidement, assez simplement, qu'est-ce que cela implique par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Alors le texte de Mandela mérite qu'on le salue, et je vais vous en lire donc quelques extraits pour bien comprendre la teneur et la force des mots qu'il utilise et la résonance surtout par rapport à ce que nous vivons nous-mêmes aujourd'hui. Il dit ceci: le temps est venu de penser nos blessures. Le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent. Le temps de la construction approche. Nous avons enfin accompli notre émancipation politique. Nous nous engageons à libérer tout notre peuple de l'état permanent d'esclave à la pauvreté, à la privation, à la souffrance, à la discrimination. Il dit plus loin: nous avons réussi à franchir le premier pas vers la liberté, dans des conditions de paix relative. Nous nous engageons à construire une paix durable, juste et totale. Nous avons triomphé dans notre effort pour insuffler l'espoir dans le cœur de millions de nos concitoyens. Nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Sud-Africains, oui, je vous rappelle que Nelson Mandela était président de l'Afrique du Sud, blancs ou noirs, pourront marcher la tête haute, sans aucune crainte, au fond de leur cœur, assurés de leurs droits inaliénables à la dignité humaine, une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le monde. Retenez bien cette formule, en paix avec elle-même et avec le monde. Et je trouve que ces mots résonnent fortement aujourd'hui quand on voit l'actualité internationale comme l'actualité à l'intérieur de notre pays. Nous comprenons bien qu'il n'y a pas de voie facile vers la liberté. Nous savons bien que nul d'entre nous, agissant seul, ne peut obtenir la réussite. Nous devons donc agir ensemble en tant que peuple uni pour la réconciliation nationale, pour la construction de la nation, pour la naissance d'un nouveau monde. Vous voyez la force des mots qu'il utilise et l'impact qu'ils peuvent avoir en nous-mêmes. Quand on les entend et quand on les lit, ils nous renvoient à l'actualité d'aujourd'hui parce que ces mots, je pense, dépassent même le contexte de l'époque de l'Afrique du Sud et voire même peuvent dépasser le contexte du temps historique. Parce qu'un discours de paix, certes, appelle à l'égalité, mais surtout à l'équité, à l'unité, à prendre de la hauteur et même à l'unité avec ceux qui ne nous aiment pas. On doit composer avec tout le monde et c'est cette force-là que développe
fait le discours de Nelson Mandela. Bien sûr, un discours de paix doit aussi se coupler avec des actes de paix. Comme il le dit, c'est la formule dont je vous ai mis en avant, avec nous-mêmes et avec le monde. C'est-à-dire qu'il faut avoir des actes qui montrent que l'on est là pour faire la paix et pour vivre en paix. Et donc éviter précisément tous les actes qui peuvent provoquer ou qui peuvent justement amener à ce que, en face, on ait des réponses guerrières. Et bien sûr, un discours de paix, forcément, parce que c'est peut-être l'origine même, appelle au développement d'une économie de paix que l'on peut forcément opposer à ce que l'on appelle actuellement la guerre économique. Vous savez même qu'il y a une institution pour l'apprentissage de la guerre économique. Et comment je pourrais définir justement l'économie de paix? L'économie de paix, c'est précisément quand des habitants possèdent leur territoire, leurs ressources, leur distribution et leur commerce. Donc, contrairement, la guerre économique, c'est précisément quand ces mêmes habitants sont dépossédés de leur territoire, c'est-à-dire que finalement les bénéfices partent ailleurs, dans de grands groupes, et c'est précisément ces grands groupes qui ont des stratégies économiques, ce que l'on appelle précisément ces stratégies de guerre économique. Et donc, on voit que ces stratégies de guerre économique créent aujourd'hui, en tous les cas, de plus en plus de pauvres, de plus en plus de laissés pour compte de l'économie, du système productif, qui n'arrive plus forcément à donner les moyens de subsistance à une population de plus en plus grande pour pouvoir, si ce n'est, faire face à leurs besoins quotidiens. Alors, une économie de paix, comme je vous l'ai défini, est un territoire qui appartient donc à ses habitants, autant dans ce qu'il produit que ce qu'il distribue ou que ce qu'il vend. Et donc cela appelle forcément à de nouveaux fondements, à un nouvel équilibre de notre économie, qui implique en fait une nouvelle philosophie du tout le monde a le droit de vivre. C'est-à-dire que face à la machine productive, c'est pas simplement quelques-uns ont le droit de faire des bénéfices et d'avoir des profits, mais au contraire, c'est l'inverse. Dans une économie de paix, la version d'horizontalité est plus grande et on appelle à ce que tout le monde ait le droit de vivre. Et donc cela implique forcément une mutation dans la façon dont la richesse est distribuée, et notamment via la création monétaire qui, vous le savez, aujourd'hui n'est créée que via la dette, via le crédit, alors que demain, il faudra forcément que certes, elle soit créée par le crédit, mais pas que. Il faudra aussi qu'il y ait une création directe de monnaie qui puisse être insufflée directement aux populations qui en ont le plus besoin pour pouvoir échanger des biens de première nécessité, parce que tout simplement, ces populations sont exclues de plus en plus du système productif, c'est-à-dire de ce qui permet d'obtenir de quoi vivre. Alors bien sûr, une économie de paix implique aussi une implication sociale, et notamment dans l'initiative. Elle doit permettre aux personnes d'agir, de bâtir, de créer dans une organisation simple, et non pas, comme c'est le cas aujourd'hui, dans une organisation complexe, notamment avec le casse-tête des statuts juridiques, que ce soit entrepreneurial ou associatif. Il faut que la possibilité de créer, de bâtir, d'agir soit simple, directe, et qu'elle n'implique pas justement de casse-tête, mais qu'elle devienne comme naturelle à la personne. Il ne faut pas que l'institution soit un obstacle à l'action. Et donc automatiquement, comme je vous en ai souvent parlé, que la relation avec l'administration redevienne directe et facile et surtout territoriale. Forcément, une économie de paix s'oppose de fait
à l'idée de centralisme. Bien sûr, pour entendre les situations différentes des citoyens qui des fois peuvent vivre justement des situations compliquées et il faut pouvoir les résoudre de façon directe. Ainsi, en conclusion, j'aimerais dire, et à l'écoute du discours de Mandela, qu'un discours de paix doit se coupler d'une économie de paix, sans quoi il resterait que des mots. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.